Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on envoie du rêve en cette veille de vacances de Noël, du rêve et des étoiles avec l'invité du Grand Oral, Paul Marc, étoile à l'Opéra de Paris. L'anti-sèche des Maguessel ou comment l'actualité résonne dans les programmes, l'actu c'est les vacances. Oui, c'est ce soir et l'occasion d'approcher les savoirs différemment. Pendant 2 semaines, Emma vous a concocté un superbe programme de sortie culturelle. L'heure de la récré, toujours avec Emma, dernière de la spéciale Noël qui a couru tout au long du mois avec encore une salve d'idées de cadeaux. Et puis des cadeaux encore et de la culture toujours dans la librairie de Célie Luton que l'on retrouvera comme chaque semaine en fin d'émission. Notre libraire Célie, la quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Crois en tes rêves, car personne ne peut y croire à ta place. C'est le conseil que notre invité donne aux jeunes danseurs qui rêvent de devenir étoiles, si j'en crois les gazettes. Il se l'est magistralement appliqué à lui-même. Il a été nommé au grade le plus prestigieux du ballet de l'Opéra de Paris à l'âge de 23 ans. Il est actuellement à l'affiche dans un classique parmi les classiques, Le Lac des Cygnes. Paul Marc est notre invité. Bonjour Paul. Bonjour. On va parler avec vous de la façon dont on transforme sa passion en métier. Mais on vous regarde d'abord danser un petit peu parce que ça, c'est un immense plaisir. Paul Marc, ravi de vous accueillir. Donc, Lac des Cygnes jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Après, il y en aura d'autres. La naissance de la passion, votre naissance de la passion pour la danse, vous l'avez souvent raconté. Mais je veux bien qu'on s'en remette un petit coup. Vous avez 4 ans. Parti. Et c'est votre sœur qui fait de la danse. Oui, exactement. Ma sœur fait de la danse. J'ai très peu d'écart d'âge avec ma sœur. Ouais. Elle a 1 an de plus que moi tout juste. Et elle faisait de la danse comme un hobby, comme beaucoup de filles de son âge. Et j'allais très souvent la chercher à la fin de son cours de danse avec ma mère. Ça se passe du côté de Dax. Exactement. Donc, je suis né à Dax et tout ça se passe dans le sud-ouest. Et j'allais la chercher du coup à la fin du cours de danse avec ma mère. Et je restais scotché à la baie vitrée qui donnait sur le studio où je voyais toutes ces filles danser. Ouais. Mais vous l'avez déjà raconté ce moment-là. Oui. Ce que je trouve extraordinaire, c'est un souvenir de l'âge de 4 ans. Quoi. Vous vous souvenez de ce que vous ressentez à ce moment-là? Oui. Ou alors c'est votre maman qui après a dit... non, alors j'ai des images... Je me souviens de toi, mon petit, le nez collé contre le... Alors beaucoup de souvenirs, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de souvenirs quand on a 3-4 ans. Donc ma mère me raconte beaucoup ça, plus en détail. J'ai des images encore en tête de cette porte vitrée par laquelle je regardais le cours de danse avec des étoiles plein les yeux. Et ça, c'est une image qui m'a marqué. D'accord. Et plein de petites filles, vous venez de le dire à l'instant, vous êtes un petit garçon, mais malgré tout, vous dites, je peux avoir ma place là-dedans. Oui, complètement. Pour moi, c'était pas, ça n'a jamais été... C'est pas un sujet, de toute façon. Non, exactement. Ouais. C'est le genre de choses qui m'a toujours un peu glissé dessus. Voilà. C'est génial. Donc, il n'y a jamais eu le syndrome Billy Elliot du garçon qui fait un sport de fille dans une patrie de rugby. Non. Parce que Dax, c'était plutôt ça. Il y a une deuxième date clé, c'est quand on vous suggère de passer le concours de l'école de l'opéra. Là, vous avez une dizaine d'années. Il y a une rencontre. C'est ça, exactement. Une rencontre au stage de Biarritz. Donc, tous les étés, à Biarritz, il y a un grand stage de danse qui réunit, entre autres, beaucoup de professeurs très prestigieux. Et entre autres, Nicole Cavalin, qui s'occupait des tout-petits. Donc j'avais pas tout à fait 10 ans, je devais avoir 7 ou 8 ans. Oui, parce que vous entrez à 10 ans à l'école. C'est ça, exactement. Petit, et c'est elle, en fait, qui suggère un peu avec insistance à mes parents de passer le concours, en fait, pour entrer dans cette école. Et à l'époque, vous dansez déjà tout le temps ? Oui, déjà. Déjà, partout. En cours de danse, forcément. Dans la cour de récré, dans la rue, à la boulangerie, quand je vais chercher la baguette avec ma mère pour prendre les céréales. Vous y allez tout le temps, partout. Partout. C'était déjà assez viscéral, en fait. Ouais. Et c'est un besoin qui vient de dedans. Vous entrez à l'école de l'Opéra de Paris, qui est une école terriblement difficile, mondialement réputée. Il sourit. Non, pas tellement. De toute façon, c'est ma passion. Non, c'est très dur quand même. C'est vrai que l'école de danse a quand même une réputation d'école très prestigieuse et très dure. C'est une école que j'ai adorée. C'est pour ça que je souris, parce que j'y ai des très bons souvenirs. Le seul point négatif que j'avais, c'était l'éloignement avec mes parents, parce que j'étais en internat, forcément.
Mes parents ils habitent toujours à 800 km de Paris. Donc voilà, moi, ça a été le seul point négatif, on va dire, à cette école. Mais qui n'était pas rien, parce que là encore, si j'en crois les gazettes, vous pleuriez une fois par semaine. Oh, beaucoup plus que ça. Une fois par semaine, j'aurais aimé. Je pense que mes parents auraient aimé. Non, oui, l'éloignement. Au moment de la séparation, en tout cas, et même à d'autres moments de la semaine, c'est ça? C'est ça. En fait, ce qui était d'ailleurs d'autant plus dur, je pense, pour mes parents, c'est que je les avais 2 fois par jour au téléphone. Ouais. Donc j'ai eu mon premier téléphone portable à 10 ans pour les joindre, pour les appeler. Ah, c'est bon truc, les jeunes. Écoutez, devenez étoile. Si on veut un téléphone portable, allez en internat. Non, je le conseille pas. Non, et puis forcément, à chaque fois que je les avais au téléphone, j'étais en larmes. Wow. J'étais en larmes, sauf que mes parents avaient ce mauvais côté-là uniquement. Le reste de la journée, finalement, j'étais en cours de danse, en cours scolaire. Et en cours de danse, vous ne pleuriez jamais? Non. Non. Même quand on se fait mal, même quand... Si. Quand je me suis fait une triple fracture au pied, croyez-moi. Alors non, je ne parle pas de la triple fracture, ça je ne savais pas. Non, je parle de se faire mal tout simplement parce que c'est le travail du corps, qu'il faut le domestiquer, qu'il faut le forger, et que j'imagine qu'il y a des moments où on se fait mal, quoi. Enfin, oui, bien sûr. On se dépasse. On est sujet aux blessures, on est sujet aux douleurs, on ne vit pas dans la douleur non plus. On apprend beaucoup à le gérer, c'est des choses qui arrivent, mais on n'est pas constamment 24 heures sur 24 dans la douleur, heureusement d'ailleurs. Non, mais voilà, vraiment l'éloignement avec mes parents était assez terrible, avec ma famille d'ailleurs. Mais sinon, non, j'ai que des très bons souvenirs à l'école de danse. Avoir du talent, posséder une grande rigueur et une régularité de travail afin de pouvoir être un très bon danseur-interprète aujourd'hui, un fantastique danseur-interprète demain, si possible jusqu'à la retraite, être aussi un bon partenaire solide physiquement, assumé sans crainte d'être sur les projecteurs au quotidien, être invité à l'international, représenter un exemple et un moteur pour la compagnie, et pour finir, avoir ce petit truc en plus inexplicable. Elles sont, selon Aurélie Dupont, les cases à cocher pour devenir étoile, et c'est elle qui vous a proposé Paul Marc à ce grade quand elle dirigeait le ballet de l'Opéra de Paris. Ça fait quand même pas mal. On vous retrouve, si vous voulez bien, juste après l'anti-sèche. Emma. Bonjour Emma. Bonjour Emmanuel. Tous les prétextes sont bons. Oui. De parler de Noël. Ah, bien même l'anti-sèche, vous savez que Paul vous fait de la concurrence avec ses chaussures. Ah oui? Ouais. Vous avez le droit de les montrer. Hein. Je peux montrer mes Les chaussures Pokémon. Il faut les laisser, attendez 3 secondes, parce que là, il montre surtout le... Voilà. Comme ça? Waouh! Ouais, avec vous, c'est pratique. Vous levez beaucoup mieux la jambe que moi. Quand je vous en prie, Emma, j'aurais pas fait ce genre de commentaires. Anti-sèche spécial Noël, elles sont superbes. Vous donnez des idées de sorties à faire en famille. Mais bien sûr, des expos, des spectacles de lumière. Il y a de très belles choses prévues cette année pour les familles. On commence par les expos. Alors la première que je vous propose, c'est au musée de la Libération de Paris, du Général Leclerc et de Jean Moulin. C'est dans le 15e. De prime abord, ça n'avait pas très ambiance de Noël. Mais il y a une nouvelle formule numérique spéciale pour les enfants à partir de 6 ans, c'est top. On vous donne une tablette et vous êtes embarqué dans un jeu de piste de 20 minutes, 20 mètres sous terre. Vous devez déjouer les plans du terrible Von Terreur qui menace d'effacer la mémoire du lieu. C'est ludique, c'est pédagogique. Et en plus, comme je vous le disais, ça dure seulement 20 petites minutes. Donc pour les plus petits, ça marche très bien. Ok, et on apprend 3 trucs quand même sur la Libération de Paris. C'est pas plus mal. On reste à Paris. Vous nous emmenez cette fois à la foire foraine d'art contemporain. C'est vraiment génial. Ça se passe au 104 dans le 19e. Et là aussi, tout a été pensé pour que les enfants puissent découvrir l'art contemporain de façon ludique. Puisqu'on peut tout tester, tout toucher, on découvre l'art en jouant. Par exemple, un mur de fléchettes géants sur lesquels on peut jouer. Je suis certaine que ça va plaire autant aux parents qu'aux enfants. On peut aussi manger des gaufres Invader. On peut même se défouler dans le banzaiomètre, un appareil qui mesure l'intensité de nos cris. Bref, plein de choses super bizarres. Pas encore, mais je compte y aller très vite. Ça fait une sortie originale à Paris. Alors attention, en revanche, je suis allée voir sur le site, il y a très peu de place, il faut réserver très vite. On se dépêche. On sort de Paris maintenant. Encore une expo. Cette fois, ça se passe en Auvergne, au Puy-en-Velay. Tout à fait. Au Centre d'art numérique Hôtel des Lumières, 2 spectacles immersifs attendent les enfants. Le premier, Liberté, je dessine ton nom, qui évoque la liberté à travers le temps de la Révolution française à nos jours. Et un autre, Léonard de Vinci, qui est un voyage sensoriel pour découvrir l'univers de l'artiste. Parfait pour les enfants et les parents. Encore une fois, on apprend forcément quelque chose. Puisque vous nous parlez d'histoire, Emma, Révolution française, Vinci, vous nous proposez aussi une autre visite, cette fois très classique, c'est les châteaux, et notamment les châteaux de la Loire. Oui, vous avez peut-être visité les châteaux de la Loire, ou pas d'ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est que la période de Noël, c'est une très bonne période pour les découvrir. De Chenonceau à Clos-Lucé, en passant par le château royal d'Amboise, ou encore celui de Cheverny, tous ces châteaux ont été décorés pour Noël, c'est absolument magnifique. Certains proposent des animations pour les enfants, comment décorer sa table du réveillon, par exemple. Il y a des visites guidées, bien sûr, et également des spectacles de lumière, c'est tout simplement magique.
magique. Voilà, esprit et magie de Noël garantie. Spectacle de lumière, vous en parliez en début de chronique, il y en a plein en France, lesquels vous nous conseilleriez? Alors, un incontournable qui ravira les enfants, bien sûr, les lumières sauvages du zoo de Thoiry, 2000 illuminations, des animaux, bien sûr, mais aussi des plantes et des personnages. Chaque année, c'est toujours aussi féerique. C'est tous les jours, de 17h à 20h, au zoo de Thoiry. Ensuite, on retrouve un peu le même principe au Jardin des Plantes, toujours à Paris. Des mille-pattes, des cloportes, des vers luisants illuminés. Tout ça est magnifique, surtout quand on sait que ce ne sont pas des vrais. Oui, parce qu'ils sont immenses quand même. Voilà. Et enfin, un petit dernier, si vous habitez à Chartres ou que vous êtes de passage, ne loupez pas les illuminations du centre-ville. On se balade librement et les monuments les plus emblématiques sont illuminés. La cathédrale, le musée des Beaux-Arts, le théâtre. C'est sublime, donc allez-y. C'est génial, et en plus on apprend plein de choses, et les enfants apprennent plein de choses, il faut y aller en douceur, il ne faut pas trop leur dire que c'est pour apprendre des choses, ils les apprennent comme ça, c'est les vacances, voilà. Ils ont le droit aux vacances. C'est important ça aussi. Les vacances, c'est la vie. Fondamental. Grand oral, Paul Marc. Lorsqu'il avait 8 ans, je l'ai emmené à l'Opéra de Bordeaux voir le ballet La Belle au bois dormant. C'est sa maman qui raconte. À l'entracte, il s'est tourné vers moi. Il m'a dit « C'est ça que je ferai plus tard, Paris tenu ». Et de quelle façon le danseur étoile de l'Opéra de Paris, Paul Marc, est l'invité de la quotidienne. Vous dites que vous n'avez pas souffert, vous aviez tellement envie d'être là. Il y a quand même le rapport au corps. Alors, vous dites on se fait pas mal, sauf quand on se blesse. Mais c'est quand même, tous les jours, il faut domestiquer ce corps pour qu'il obéisse, il faut qu'il soit ensuite capable de faire plein de choses. Après, ensuite, en plus, vous rencontrez dans le répertoire Lac des Cygnes, c'est Nureyev, le chorégraphe. Si j'ai bien compris, il fait des chorégraphies. Enfin, lui-même était j'allais dire un monstre, ou un dieu, peu importe. Mais c'est super dur, hein, physiquement. Oui, c'est des ballets. Les ballets de Nureyev sont très durs et sont réputés dans le monde entier pour être très durs. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce qui les rend difficiles? C'est qu'il enchaîne les difficultés techniques? En fait, chaque chorégraphe a un petit peu sa patte personnelle, sa touche personnelle. Et disons que la touche personnelle de Nureyev et la construction de ses ballets fait que c'est des ballets qui sont affreusement durs, mais qui sont en même temps très excitants à danser. C'est des challenges, en fait. C'est des challenges et on adore relever des challenges. Donc, pour nous, c'est génial. Ça fait mal, ça peut faire mal, c'est très difficile, mais c'est aussi ce qui fait qu'on aime notre métier. Ça fait mal parce qu'il se les écrivait pour lui-même, en fait, c'est ça. Et lui-même était à la fois un monstre de travail et d'un brio hallucinant, c'est ça. Entre autres, c'est vrai qu'il a quand même pas mal changé aussi la place de l'homme dans le ballet. Il a repris pas mal de ballets de Marius Petipa, où la place de l'homme était assez différente, et lui a rajouté énormément de techniques, de grandes techniques, plein de pas dans tous les sens, des grands sauts, des pirouettes, plein de choses comme ça qui ont rendu du coup les ballets très difficiles, entre autres pour les hommes. Je crois que les ballets étaient déjà très difficiles pour les femmes, mais c'est lui qui a changé cette place de l'homme dans le ballet. Parce que chez Marius Petipa, l'homme était plutôt au service de l'interprétation de la femme et du brio de la femme, c'est ça? Un peu plus, on avait plus un rôle de partenariat, moins de variations, moins de danse pure. En tout cas, des vidéos que j'ai vues, on avait pas une place moins importante, mais en tout cas moins marquée et moins dansée. Comment ça se passe quand vous êtes à l'école avec les autres élèves? Parce que tous ne restent pas à l'école et certains vont partir et vont, je vous cite, devoir apprendre à faire le deuil de leurs rêves quand ils sont tout petits. Donc comment on se fait des copains, des copines dans un contexte comme ça? Si vous vous en souvenez, vous êtes pas vieux, donc c'était pas si loin que ça. Non, alors beaucoup d'enfants qui malheureusement ne restent pas à l'école de danse ne font pas pour autant le deuil de leur carrière. Il y a beaucoup d'autres compagnies dans le monde. C'est sûr que c'est assez difficile et on nous demande aussi une maturité assez avancée pour notre âge. Voilà, parce qu'on est confronté déjà à des examens, à la possibilité d'être renvoyé de cette école. Donc, c'est tous les ans, hein? Tous les ans. À la fin de chaque année, on a un examen pour savoir si on est renvoyé, si on redouble, si on passe dans la division supérieure. Et il peut y avoir plein de critères. Ça peut être sur le scolaire. Sur le scolaire joue également. Moins, mais quand même, il faut être sérieux, disons. Ouais, voilà. Après, je pense que aussi c'est un état d'esprit. C'est ça. En fait, quand on est bon dans l'un, on fait l'effort dans l'autre, quoi. C'est surtout que même un élève qui va avoir, par exemple, des notes un peu moins bonnes, mais s'il a la réputation, si les professeurs voient qu'il travaille, etc. C'est ça, ça passe. Ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus important. Vous aviez des notes comment, vous? J'ai toujours été un très bon élève. Sortez. J'ai toujours été un très bon élève. J'ai toujours assez apprécié. Vous aimiez ça? Oui, j'aimais bien les cours scolaires.
Je préférais les cours de danse, on va pas se mentir. Mais oui, les cours scolaires, j'aimais bien ça. Et puis, j'avais pas mal de facilité. J'aimais travailler pour aussi. Donc, j'ai toujours été un peu acharné du travail. Donc, ça tombe bien pour le métier que vous avez choisi. On peut se faire virer aussi pour des questions de physique de corps. Parce qu'au moment de l'adolescence, les corps n'évoluent pas forcément exactement comme on l'imaginait à l'âge où vous êtes rentré. Et parfois, on sort à cause de ça. Oui, c'est sûr que voilà, c'est à nouveau, ça rentre un peu dans le cadre de cette maturité qu'on nous demande très jeune. Et oui, effectivement, pour ma part, en tout cas, je suis rentré à l'école de danse quand j'avais 10 ans. J'en suis ressorti quand j'avais 17 ans. On passe par cette étape de puberté, nos corps changent et on le voit aussi sur nos camarades. Et effectivement, on a après une éducation et un planning sportif qui est censé nous aider du mieux possible à façonner notre corps. Malheureusement, sur certains enfants... Après, il y a la morphologie et voilà, ça ne suffit pas. Parfois, ça fonctionne. Parfois, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Faites-nous entrer dans les coulisses de l'opéra juste avant la récré. Là. Quand on voit des scènes de l'opéra, on en voit dans des séries, ou on en voit dans le film de Clapiche encore, là, les fumer des clopes sur le toit de l'opéra, on se dit ça va être génial. Alors non, on ne fume pas de cigarettes sur les toits de l'opéra. À savoir que les toits de l'opéra sont complètement interdits. Et c'est ça. Malheureusement. Donc c'est vraiment du fantasme. Ils sont ouverts de temps en temps pour les un shooting photo, c'est ça. pour un film là comme on l'a vu. Mais non, on ne fume pas de cigarettes sur les toits de l'opéra, non. Pourquoi, dernière question avant la récré, qu'est-ce qui caractérise l'école française? Je disais au début, l'école de l'opéra est particulièrement réputée. On sait qu'il y a d'autres grandes écoles, notamment l'école russe. Mais qu'est-ce qui fait que l'école française a la place qu'elle a dans le monde? Je pense que l'école française a la place qu'elle a parce elle se démarque pas mal des autres écoles, et entre autres de l'école russe et de l'école américaine. Et ces trois écoles, en fait, ont vraiment des spécificités et ont derrière elles aussi un répertoire et des traditions qui sont très anciennes, qui sont ancrées dans la culture de chaque pays et qui font un peu leur renommée, leur réputation et qui ont perduré, en fait, au fur et à mesure des années, des dizaines d'années, voire des siècles. Et l'école française, du coup, a une technique qui lui est vraiment propre. On a un répertoire, l'Opéra de Paris, l'Académie de l'Opéra, à plus de 3 siècles d'existence. Voilà, et on est fort en fait de cet héritage, tout en continuant à créer, à renouveler le répertoire. Voilà, on a un panel qui est très large en fait, on a un répertoire qui est très large et c'est une des caractéristiques. Donc vous savez un peu tout faire quoi. Pas forcément moi personnellement, non, mais dans la globalité, la troupe. Oui. Il a été élevé au grade d'étoile en plein confinement devant une salle qui était vide, mais il y avait plus de 10 000 spectateurs qui, eux, avaient payé pour voir cette représentation de la Bayadère. Paul Marc est l'invité du Grand Oral. On vous retrouve juste après la récré. Emmanuel. Je suis un peu triste parce que c'est la dernière fois qu'on va entendre ce jingle. Vous avez apporté plein de cadeaux? Oui. Bah oui, bien sûr. On va se réjouir alors. Bah oui, parce que si vous n'avez pas pris d'avance pour les cadeaux, vous devez être en plein préparatif, ou alors vous n'avez pas trop d'idées, mais moi, j'en ai. Alors, la première, c'est pour les enfants, il est où? C'est celui-là. Hop, dessiner au BD, pour les enfants qui aiment dessiner ou alors lire des BD, ou les deux. Dessiner au BD, c'est chez Nathan et c'est une tablette lumineuse grâce à laquelle vous pouvez créer votre propre BD. C'est assez génial. Vous glissez une feuille blanche, par-dessus un grand pochoir grâce auquel ça vous allez réinvente l'ardoise magique, mais en mieux. Exactement. Vous allez pouvoir créer les cases de votre pas connu, BD. Vous êtes trop petit, l'ardoise magique, si? Non, j'en ai pas de souvenir en tout cas. Et c'est génial, vous avez plein de modèles de pochoirs différents et vous créez votre propre BD, donc dès 7 ans. Alors, petite précision, c'est indiqué dans le jeu, pour que votre enfant ne soit pas déçu le jour de l'ouverture, les piles ne sont pas fournies. On achète des piles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans le même style Alors, dans le même style, pas spécialisé dans la BD, mais vous avez aussi cette tablette lumineuse de chez Crayola. Vous prenez pareil un modèle fourni ou alors celui que vous voulez et on le calque. Alors, celle que j'ai, c'est une spéciale dinosaure, parce que vous savez qu'ils sont très à la mode pour cette période de Noël. On continue avec des jouets qui vont plaire à vos enfants s'ils font des collections. Ce sont les Cry Babies. Alors, ce sont des petits poupons qui sentent bon les fruits. C'est super. Alors, voilà, c'est super. Ça cartonne chez les petits. Alors, ils cry, ils pleurent, mais ils sont fournis avec une petite tétine. Vous leur mettez la tétine et ils arrêtent de pleurer. Donc, c'est pas trop énervant pour les parents. On a du répit très vite. Vous allez vous faire des ennemis. Vous n'êtes pas du tout convaincus, je sens. non, pas du tout. Il y aura des débats avec les pros et les anti-tétines. Ok. Allez, un petit jeu de société pour finir. On y va. Tenez, donc Cogito Memo. Donc c'est la marque Upia qui a sorti une gamme. Celle-là.
Oupia, voilà, oui, j'étais pas sûre, mais Oupia, c'est bien ça, qui ont une gamme qui s'appelle Captain Brain, donc Brain comme cerveau, une gamme qui a été développée avec une neuropsychologue qui va permettre de stimuler la mémoire, apprendre la signification des mots. Ça peut être en créant des défis, en élaborant des stratégies. Et en fait, le but, c'est de révéler le haut potentiel qui est en chaque enfant. Bon, comme ça, après, ils deviennent HPI, ils ont plein de soucis, on fait des émissions sur eux. Mais non. Et on s'ennuie pas. Mais chaque enfant a un beau potentiel. Ouais, voilà. C'est peut-être un potentiel d'étoile. Cogito Memo. Alors, un jeu où on stimule sa mémoire. Il y a 2 paquets, vous les avez. Donc, il y a un paquet de cartes, un je mets, et l'autre, bravo. Et Bon, ça va. et l'autre, je mets, et l'autre, dans. Donc, choisissez une carte je mets. Bah, c'est que des je mets. Ça n'a pas été bien rangé par les gens. Oh là 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 là. Voilà. Vous n'avez pas de je prends? Non, j'ai que des je mets. Ah, des dents, voilà, hop. Alors, je mets, zou, du blanc, dans une voiture. Voilà, et donc maintenant, donc dans ma voiture, mettez la carte ici. Donc dans ma voiture, je mets donc du blanc. À vous de piocher, Paul. Ah, mince, du je mets ou du dent? Du dent, du je mets. Du je mets, hop. C'est parti. Hop, celle-là. Alors, vous mettez quoi? Un 9. Donc dans votre voiture, vous mettez du blanc, un œuf. Il faut le poser là, alors? Faut le poser là. Et en fait, c'est un jeu de mémoire. C'est-à-dire que moi, je pioche et je dois dire dans le... Voilà, j'ai déjà oublié. Dans ma voiture, je mets du blanc, un œuf, un cirque. Oui, voilà. D'accord. Voilà. Et après, il faut aller le plus loin possible. Exactement. OK. Et donc, ça convient aux petits comme aux grands et comme aux grands-parents. Et donc, ça fait un super jeu pour Noël. Super, et oui. ça peut stimule aider la mémoire. Les seniors Sympa. à travailler leur mémoire. Bah ouais. Génial. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Je mets dans la quotidienne de School TV une rubrique grand oral. C'est maintenant. Il est actuellement à l'affiche du Lac des Cygnes, à l'Opéra Bastille. Le danseur étoile Paul Marc est notre invité dans la quotidienne. Il y a un regret que je vous ai souvent entendu exprimer, ou lu exprimer, c'est celui que l'opéra fasse un peu peur, qu'on ait l'impression que c'est codé, que tout le monde ne peut pas y aller. Et ça vous contrarie parce que pour vous, voilà, ça doit être une maison ouverte à toutes et à tous et il faut y aller, qu'on connaisse, qu'on ne connaisse pas, c'est de la magie, quoi. C'est vrai qu'on a beaucoup encore d'a priori et de préjugés sur la danse. Et je ne dis pas qu'ils sont tous faux ou qu'ils n'étaient pas vrais à une époque. Souvent, quand je rencontre des gens qui ont encore ces a priori ou ces préjugés sur l'opéra, je les fais venir, ils regardent un ballet, ils ressortent, ils n'ont plus du tout le même avis. Ouais, donc ça prouve bien en fait que finalement... Il faut faire le pas. C'est ça. Il y a plein de programmes par ailleurs de l'Opéra de Paris, on en avait parlé récemment avec 10 mois d'école et d'opéra, qui permettent de faire ce premier pas à des publics qui sont plutôt éloignés de la culture classique, on va dire. Oui, c'est ça. Et puis on entend souvent... les places sont trop chères. On a une catégorie des catégories de prix qui vont de 5 à 75 euros. Donc on a 5 faut s'y prendre tôt quand même. Voilà. Non, mais on a beaucoup de choses en place. C'est vrai, absolument. Des avant-premières jeunes, des places beaucoup moins chères. On a beaucoup de choses pour permettre justement aux gens de venir. Donc venez. Vous avez eu votre premier téléphone à 10 ans, portable. Oui. Et alors maintenant vous êtes sur Insta. Je suis sur Instagram. C'est aussi pour... on va regarder un petit extrait parce que là il y a eu je ne sais plus combien, 12 millions de vues. Ça vous a pris, c'est avec Victoria d'Auberville, il faut la citer. C'est avec ma meilleure amie, Victoria d'Auberville, voilà. Ouais. Il vient se faire plein d'autres amis, tu disais, elle, c'est la meilleure quand même. Les autres, vous n'êtes pas les meilleurs. C'est Victoria. Amie depuis amie d'enfance aussi. Ouais, on s'était beaucoup amusé à tourner cette vidéo. C'est Mathieu Forger qui a filmé d'ailleurs, et qui a fait le montage. Mais quand on voit plus de 10 millions de vues sur une vidéo comme ça fait plaisir aussi. On se dit la danse, Paris, ça fonctionne, la magie plaisir. Quand même. Je vous avoue qu'on s'y attendait pas du tout. C'est vrai? Non, et c'est vrai que cette vidéo a bien marché et on était ravis. Nous, on a adoré la faire, la tourner dans tout Paris. On avait pris une journée de repos pour faire ça. C'était vraiment un bon moment. Vous l'avez fait qu'en une journée? Oui, on l'a fait en une journée. Extraordinaire. Oui. Et donc vous avez répété le même mouvement partout et ensuite au montage on a l'impression que ça fait une seule et même chorégraphie. Vous avez dit au moment où vous avez été nommé étoile, cet instant où on est nommé étoile, c'est du luxe qui va se rajouter, pourtant on est loin d'être arrivé. On ne rêve pas seulement de devenir étoile mais de le rester. Tout peut se perdre. Vous vivez vraiment avec ça? Oui, on vit vraiment avec ça, bien sûr. Alors peut-être que on va dire que au moment où on devient étoile, si vous voulez être étoile, avoir le titre d'étoile, c'est très joli, ça fait très joli sur le CV.
Moi, c'est pas ce qui m'intéressait, le titre en lui-même. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est tout ce qu'il y avait avec. C'est le répertoire auquel ça vous... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est tous les rôles, le répertoire, les partenariats, les galas, c'est tout ça. C'est de pouvoir danser, en fait. En fait, c'est de pouvoir danser. C'est ce dont je rêvais depuis que j'étais tout petit. J'étais loin d'être malheureux avant d'être étoile. Mais il faut dire que vous êtes allé extrêmement vite. Par rapport à d'autres, on ne va pas citer de nom, mais qui attendent longtemps avant de monter les grades. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de monter très rapidement dans la hiérarchie de l'opéra. Vous dites chance, mais pour que ce soit, c'est parce que vous êtes modeste, mais pour que ce soit clair pour celles et ceux qui nous regardent, c'est zéro chance, c'est du travail, parce que c'est un concours à chaque fois. Je pense qu'il y a un peu des deux. Sauf étoile d'ailleurs, c'est une nomination, mais pour le reste, à chaque fois. Il y a un peu des deux. Il y a de la chance, il y a du travail. Il y a une part de chance qu'il faut provoquer, mais je pense qu'il y a une part de chance aussi. D'accord. Parfois, ça peut se jouer aussi. Pas forcément sur la nomination en elle-même ou sur toute la carrière, mais parfois être là au bon moment, au bon endroit, être remplaçant d'un rôle où malheureusement le danseur va se blesser, donc on va être amené à remplacer. Ça va nous permettre de progresser, de travailler, de commencer à accéder à des rôles, de se faire repérer. Voilà, c'est des chances qu'il faut parfois provoquer par le travail, etc. Votre sœur, c'est ma dernière question, avec qui vous avez débuté. Si vous la regardiez, elle a continué ? Elle a arrêté la danse 1 an après que je sois rentré à l'école de danse. C'était quelque chose qu'on faisait ensemble. Et une fois que je suis parti, elle n'a plus voulu continuer toute seule. Wow. Voilà. Bon, mais elle vous en veut pas ? Non, pas du tout. Elle admire. Oui. Et ben nous aussi, on admire. Emma, merci. Vous restez avec nous. On va pousser les portes de la librairie de Célie. Et c'est encore ambiance Noël, alors c'est chouette. Toujours des étoiles. La librairie, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour. Librairie qui est à Paris, dans le 10e arrondissement, la librairie des enfants. On ne vend pas que des livres ? Mais non, jamais. Vous vendez quoi en plus ? Des cadeaux pour les petits et grands enfants, des doudous, des peluches, des jeux de société, des loisirs créatifs, tout. Donc champagne. C'est ça. Alors, je voudrais vous parler d'une maison qui est en Bretagne, qui a commencé il y a une dizaine d'années. Ce sont des doudous bio qui se lavent entièrement faits à la main. C'est adorable. À chaque étiquette, vous avez et le Made in France et la personne qui a cousu votre peluche. Il est gentil parce qu'il montre son étiquette. Oui, il est beau. Celui-là, il a été fait en 2019, je crois. C'est marqué. Génial. Il est effectivement extraordinairement doux. Oui. Et à l'intérieur de l'œil... Et français. Il a les yeux paillettes. Les yeux paillettes, toi ? Oui, regardez, il a des paillettes dans les yeux. T'as des paillettes dans les yeux, mais t'es pas mignon. Extraordinaire. Ça, c'est le doudou qu'on garde. Champagne, tu es doudou d'honneur de la quotidienne. Mais regardez, Paul, il n'a pas que l'air doux, il est doux. Vraiment. C'est vrai ? Oui. Ah ouais, non, c'est extraordinaire. Ah oui. Ah mais je dis pas de bêtises. Enfin si, parfois, mais vous aviez un doudou qui vous consolait quand vous pleuriez à 10 ans ? J'avais un doudou. Qui s'appelait ? Pour rendre hommage au doudou, moi je suis pour les hommages. Praline. Ah bah pas mal, c'est pas loin de Champagne. Ah excellent. Mais on n'oublie jamais notre premier doudou, c'est pour ça qu'il faut bien le choisir. Bon, hommage à Praline qui a bien fait son boulot, sinon Paul Marc aurait abandonné la danse. Exact. Deuxième cadeau. Alors là, il s'agit d'un coffret de scientifique Centosphère qui s'appelle le Système Solaire, qui est une marque qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce sont des coffrets entièrement made in France, faits... par des gens qui justement sont dans le monde du parfum. C'est pas eux qui avaient commencé avec le loto des odeurs ? Exactement, voilà, vous êtes un connaisseur. Non, c'est que je suis vieux, c'est autre chose. Non, mais non, c'est pas vieux, c'est de la qualité. Ça se garde. Super. Et donc on commence avec des coffrets soit en pâte à modeler, donc notamment de la pâte Fimo. Je suis désolée, il est déjà sous le sapin d'un enfant, c'est pour ça que je ne l'ai pas pu le aujourd'hui. Voilà. Et il y a de la pâte à rêve. Conseil. Oui, c'est une pâte à modeler qui ne sèche pas et qui se modèle très bien pour les plus grands. Génial. Oui. Et enfin, on termine avec une marque qui s'appelle La Petite Épicerie, que vous aimez beaucoup. Oui, j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Ouais. C'est ça, avec ma petite couronne de Noël. Et donc là, je réitère avec une coupelle en gesponite. Un plâtre particulier. Alors, ça, c'est là-dedans. Oui. La coupelle. Ah oui, c'est un truc bizarre, ça. Et elle va ressembler à ça, cette petite coupelle. Waouh. Voilà. En fait, vous faites une activité, donc pour les plus grands, à partir du collège, vous la faites et vous la gardez. Et c'est vraiment un kit de do-it-yourself qui est très très sympa. Et donc on fait quoi à la fin ? Ça donne une jolie coupelle. Exactement. D'accord. Oui. Alors il n'y a pas que ça. Moi je vous ai présenté mon préféré des préférés, mais vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire des cache-pots, des bougies, des bijoux, des savons. Et on peut aller en librairie pour acheter des jeux. Exactement. Pas des jeux, des jouets, des objets. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai vu que c'est la dernière sélection de l'année. On a présenté des livres. On va présenter autre chose, des petites entreprises. Voilà. Génial. Oui. Merci beaucoup. Ça vous plaît ? Ouais, j'ai beaucoup aimé Champagne. Champagne vous dit au revoir. Oui. Bon, merci. Avec plaisir. Paul, merci beaucoup. Merci à vous. Lac des Cygnes. Jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Après, c'est quoi ? Après, on verra.
On verra, c'est pas encore distribué. C'est encore tenu secret. C'est encore tenu, ça c'est l'opéra, c'est tout. Voilà. C'est vrai que vous ne vous doutiez pas que vous alliez être nommé le jour où vous l'avez été? J'en avais aucune idée. Ouais. Ah oui, vraiment, surprise. Grand moment magique total. alors. Ouais. Opéra Bastille jusqu'au 1er janvier. Alors pas toujours, tous les soirs avec vous, il faut regarder les distributions, mais très souvent avec vous. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup à Célie et merci beaucoup à toute l'équipe de La Quotidienne, au maquillage Colline Hamel, Marine Plantec à la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Roxane Sarfati. Au son, c'était Saïd Mamou, à la réalisation Xavier Sanchez. Passez de très très belles fêtes, des rediffs pendant toutes les vacances et on se retrouve nous en direct début janvier. Allez, au revoir.